Bonjour, nous reprenons la série des vidéos sur l'architecture d'affaires, la business architecture. Nous allons nous intéresser aux cartes de capacité, ce qu'on appelle les capability maps, c'est très à la mode. Et je voudrais vous présenter 3 sujets autour de ces capability maps. Déjà, comment est-ce qu'on construit sa carte de capacité? Comment est-ce qu'on en mesure la maturité? Et ensuite, comment on passe d'une carte de capacité à un modèle opérationnel, donc à des processus, du système d'information, de la donnée manipulée. Comme toutes mes vidéos, cette première présentation qui va s'intéresser à la construction de la carte de capacité fait l'objet d'un copyright. Elle est protégée et je vous remercie de ne pas l'utiliser ou la diffuser à des fins commerciales sans mon information et sans mon consentement. J'utilise beaucoup Archimate, ça vous le savez. C'est une démarche de cartographie portée par l'Open Group. Ce n'est qu'un moyen, en aucun cas un objectif, mais son intérêt, comme je l'écris depuis le début, c'est que c'est une des rares démarches réellement outillées avec une solution gratuite disponible pour tous et qui permet de démarrer la modélisation sans se préoccuper de la solution dans un premier temps. Je pense que vous vous souvenez de ce schéma qui est le métamodèle de l'architecture d'affaires, de la business architecture. Et quand je parle de métamodèle de la business architecture, je ne parle que des éléments qui sont en vert ici. On a travaillé ensemble sur la proposition de valeur, les chaînes de valeur, qu'est-ce qu'un client ou un bénéficiaire, et aujourd'hui, on va s'intéresser aux capacités. On ne va s'intéresser qu'aux parties vertes. Ce que l'on voit avec les capacités, c'est qu'elles sont en lien direct avec la notion d'information, d'application logicielle, les processus de l'entreprise, les parties prenantes, qu'elles puissent être internes ou externes. C'est donc un point d'articulation. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est un point d'articulation entre une vision stratégique qui est constituée des propositions de valeur, donc les produits et les services que l'entreprise vend, et les chaînes de valeur. Donc, c'est le lien entre ces deux mondes, entre le monde de la stratégie et le monde opérationnel que l'on connaît tous au quotidien. Les capacités sont donc au cœur de l'exécution de la stratégie d'entreprise et au cœur du modèle de transformation de l'entreprise. Si vous souhaitez transformer l'entreprise, si vous souhaitez définir un nouveau modèle d'entreprise, on vous demande de la transformer, vous allez devoir passer par une carte de capacité. C'est cette carte qui va vous permettre de passer d'un modèle opérationnel à un autre en suivant pour cela les attendus de la stratégie d'entreprise. Et j'ai récupéré ce schéma que j'ai complété dans un morceau de document qui est The Business Architecture Model Guide version 2, qui définit le framework d'architecture d'affaires proposé par l'Architecture Business Guild. Et donc, la source, c'est la page 9. Je l'ai complété parce que pour moi, dans leur définition d'une capacité, il manque la vision des données et de la technologie. La notion de technologie est extrêmement importante et c'est un élément fort du modèle opérationnel, tout comme les données, tout comme l'organisation, les fonctions, les processus, les acteurs. Et cette capacité, elle est aussi portée par les chaînes de valeur. On verra le lien entre les deux. Donc, ce point que je vous ai écrit ici, c'est réellement vrai, les capacités sont le point central de l'architecture d'entreprise et elle fournit un lien avec d'autres domaines très fondamentaux, que ce soit au niveau de la stratégie d'entreprise ou du modèle opérationnel d'entreprise, donc de son organisation et de son mode de fonctionnement au quotidien. On va réfléchir sur la notion de concept, comme la valeur, comme ce que c'est qu'une capacité, un processus, qui sont extrêmement importants pour bien comprendre de quoi on parle. Le point important, là, c'est la notion de valeur. Qu'est-ce que la valeur? La valeur, c'est un avantage
quelque chose que l'on désire, ça peut être une nouvelle fonctionnalité ou au contraire la suppression de contraintes, des gains espérés qui peuvent être monétaires ou non monétaires, la résolution de difficultés, un intérêt particulier pour un produit, un service. Il y a souvent une perspective financière, mais pas toujours. Le troc revient dans des modèles d'affaires et du coup, c'est quelque chose qui est à surveiller. C'est-à-dire que la valeur, ce n'est pas nécessairement quelque chose de monétaire, même si le fondement d'un modèle économique d'entreprise, c'est l'obtention d'argent en échange de produits ou de services que l'on vend. Néanmoins, cette valeur et sa description, c'est réellement la raison d'être d'une entreprise. C'est comment elle produit et comment elle capte la valeur, donc comment elle récupère du chiffre d'affaires suite à la vente de ses produits et de ses services. On pourrait parler de clients ou de partenaires. Moi, j'aime bien parler de bénéficiaires. Ces personnes sont bénéficiaires de la valeur. Donc, c'est quelqu'un ou une entreprise qui bénéficie de la valeur produite par l'entreprise. Ça peut être un client externe, B2P, B2C, B2B2C, etc. Ça peut être aussi un partenaire ou un acteur interne. Si on prend par exemple une chaîne de valeur de recrutement d'un collaborateur, clairement, le client peut être un acteur interne. Si maintenant ce recrutement est fait par une entreprise qui fournit des services RH, le bénéficiaire pourrait être un client externe, une entreprise en l'occurrence, qui cherche à recruter un collaborateur. Et puis, si vous développez une marketplace, vous aurez à la fois des clients qui vont venir acheter les produits sur votre marketplace. Vous allez récupérer en tant qu'entreprise de la valeur. Vous allez prendre une marge sur les produits vendus, mais vos partenaires qui ont exposé leurs produits sur la marketplace vont eux aussi retirer un bénéfice, donc un chiffre d'affaires de la vente des produits qu'ils auront fait et puis de la reconnaissance de votre marketplace, la reconnaissance auprès de clients externes de votre marketplace et donc pour eux, ça leur facilite la vente, ils sont exposés et connus. Donc un bénéficiaire, c'est soit un client externe, soit un client ou un acteur interne à votre entreprise, soit un partenaire avec qui vous faites du commerce et vous partagez un certain nombre de bénéfices, donc de valeurs. Les value streams, donc les flux de valeur, les capacités, les processus, ce sont des activités de l'entreprise. Cela représente toujours une activité de l'entreprise, mais avec des prismes différents, un point de vue différent, un objectif complètement différent. Si je reprends le point des capacités, la capacité va être ce que l'entreprise veut faire, ce que l'entreprise veut faire faire, ce qu'elle fait faire, ce qu'elle faisait faire et ce qu'elle fera ou fera faire. Ces points sont importants. La capacité n'est pas nécessairement une activité réalisée en interne. Ce n'est pas un processus, c'est une compétence. L'entreprise souhaite être en capacité d'exposer des produits d'autres vendeurs sur une marketplace. Aujourd'hui, elle peut développer la solution de marketplace ou elle peut faire développer cette solution de marketplace. Mais elle a bien toujours, qu'elle fasse développer ou qu'elle développe elle-même, elle a toujours la capacité à exposer ses produits. Donc, elle possède bien cette capacité. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Souvent, je vois une confusion forte entre des macro-processus et des capacités. C'est absolument pas ça. On peut avoir des capacités qui sont faites par des partenaires externes qui sont sous-traités. Donc, qui réalise la capacité? C'est soit l'organisation, soit le partenaire. Comment la valeur est réalisée? Comment la valeur est créée? Elle est créée au travers de flux de valeur. Et là, ce ne sont plus des capacités, c'est une vision de comment le client accède à nos produits et à nos services. Ça représente, mise en œuvre dans le modèle opérationnel, ça représentera le parcours client.
Maintenant, comment les activités opérationnelles sont réalisées en interne? Ce sont des processus. Et ces processus vont réaliser une capacité. Pour pouvoir décrire la capacité, vous verrez que c'est extrêmement important. Il va nous falloir décrire les processus, les informations requises, les systèmes utilisés, que ce soit des systèmes physiques comme de la robotique ou des avions, des trains pour les entreprises qui vendent des voyages, ou que ce soit des systèmes d'information logiciels qui manipulent des données. Donc, c'est vraiment important cette notion de fait ou fait faire en termes de capacité. Et donc, la capacité, c'est réellement une compétence. Ce n'est pas une activité opérationnelle décrite comme un processus. Et on verra comment on décrit une capacité dans quelques pages. Nous avons donc 3 points de vue: les chaînes de valeur, les flux de valeur, les capacités, les processus. Les chaînes de valeur, ce sont les activités telles que vues par les bénéficiaires de la valeur. Donc, c'est un point de vue externe, c'est le point de vue du client. Comment est-ce que le client va solliciter l'entreprise? Le processus, c'est réellement un enchaînement d'activités opérationnelles qui transforment des inputs en outputs. Ces inputs-outputs peuvent être de l'information, de la matière. On aura une présentation pour présenter ce que c'est qu'un processus. Et la capacité, c'est une compétence que possède l'entreprise ou qu'elle acquiert chez un partenaire. On est aussi dans un point de vue interne. Donc, ce sont les activités qui vont nous servir pour réaliser le modèle d'affaires. Donc, le quoi et le pourquoi. Et comme je vous le disais, elles sont possédées ou achetées à un fournisseur. Nous allons travailler sur une carte des capacités. Déjà, petite incursion vers Archimate. Donc, voilà les objets qu'on utilise entre chaîne de valeur, capacité, processus métier, fonction métier. Et sur cette présentation, on va faire un focus sur les capabilities, les capacités. Qu'est-ce qu'une carte de capacité? Ben déjà, ça présente comme un atlas l'ensemble des capacités de l'entreprise. Tout ce que l'entreprise peut offrir, peut réaliser, toutes ses compétences. C'est une vision stable des capacités existantes, voire une vision des capacités futures lorsque l'on est dans un plan de transformation. Si vous mettez en œuvre une transformation de votre entreprise, vous devrez rédiger une carte de capacité. Ma recommandation, c'est que on ne va pas au-delà de 2 ou 3 niveaux de capacité. On utilisera un découpage simple. On aura des capacités stratégiques, opérationnelles, critiques pour l'entreprise et sa survie, ce qu'on appelle les capacités corps, et des capacités de support, comme toutes les fonctions RH, finance et autres. L'objectif, c'est d'améliorer les capacités de l'entreprise, de transformer le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, on va chercher en permanence à améliorer les capacités au travers de ce qu'on verra, donc les cartes de chaleur, pour identifier les capacités manquantes ou celles sur lesquelles des améliorations doivent être mises en œuvre. Et on va travailler aussi sur l'évaluation de la maturité des capacités. L'évaluation de la maturité des capacités fera l'objet d'une seconde vidéo, de même que tout ce champ d'amélioration au travers des heatmaps. Voilà une carte de capacité d'une entreprise de retail. Certains de mes clients appellent ces cartes des city maps, ça fait référence au plan d'urbanisation ou au plan d'occupation des sols d'il y a une vingtaine d'années. C'est vrai que cette carte représente finalement l'atlas des compétences de l'entreprise. On va avoir ce que l'on appelle là 100 stratégies, 200 relations client-vente. J'utilise la notion de grouping. C'est plus visuel. J'aurais pu utiliser une capacité et puis une macro-capacité qui allait impacter ces éléments-là. Souvent, naturellement, je le fais par des groupings
Pourquoi? Parce qu'en fait, le grouping avec Archimate, c'est un objet qui est très pratique. C'est-à-dire qu'ensuite, si je veux faire la carte des applications qui réalisent les capacités de relation client, c'est beaucoup plus simple pour moi de le faire avec ce grouping. Je peux aller déposer les objets dedans et j'ai une vraie relation portée par le grouping avec d'autres objets comme des processus, des applications, de la data. Voilà, c'est essentiellement la raison, c'est pratique et il n'y a pas d'autre raison. Vous trouvez donc effectivement dans les ventes, comme c'est du retail, de la vente en magasin, de la vente en ligne, de la marketplace. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas décrit la notion de marketplace. Sans doute que c'est quelque chose que l'entreprise veut mettre en œuvre. Est-ce qu'elle a décidé si elle voulait elle-même développer sa propre marketplace ou si elle voulait faire héberger sa marketplace par un acteur particulier? On ne le sait pas. L'histoire ne le raconte pas. D'accord? Donc, on a aussi le merchandising, l'aménagement des linéaires, des politiques de prix de promotion, tout ce qui est achat, supply chain et qui est extrêmement important dans le retail, toutes les activités de support qui peuvent être des ressources humaines, de la conformité réglementaire, de la donnée, l'analyse de données, choses comme ça. La partie finance, je l'ai mis à part, je ne l'ai pas mis dans une activité de support. C'est un choix personnel. On aurait pu la mettre dans l'activité de finance. Ceci étant, moi, je considère que dans du retail, la partie finance, supply chain, achat sont des activités à part entière qui se doivent d'être bien identifiées. Voilà. C'est un choix. C'est-à-dire que la façon dont vous allez faire votre carte va effectivement raconter déjà quelque chose. C'est-à-dire que je veux, en tant que gestionnaire d'un magasin, faire très attention aux finances. C'est ce que dit ce type de carte. Voilà. On va devoir définir les capacités. Effectivement, faire une belle carte de capacité ne va pas nous suffire. Et on va décrire les capacités un petit peu différemment quand elles sont réalisées par des acteurs internes, donc par votre organisation, ou quand elles sont achetées à un partenaire. Quand elles vont être achetées à un partenaire, il y aura effectivement le nom de la capacité, une description, donc un court texte, et on va indiquer le ou les fournisseurs. Il peut y avoir plusieurs partenaires pour une capacité, soit plusieurs partenaires qui sont substituables, d'ailleurs je prends l'un ou l'autre, soit plusieurs partenaires qui sont combinés. Par exemple, je peux avoir le maintien de solutions digitales. J'ai plusieurs partenaires. Certains réalisent le développement applicatif, d'autres la tierce maintenance applicative, donc de la maintenance logicielle, et d'autres qui vont faire de l'hébergement. Donc, j'ai à la fois des partenaires substituables et des partenaires qui vont travailler ensemble. Chaque fois que j'ai une capacité, je dois décrire son objectif. Non seulement je la décris, mais je dis quel est l'objectif. Quelque part, c'est quels sont les livrables que va produire cette capacité. Je vais aussi indiquer quelle est sa valeur et surtout quels sont les risques. Je vais devoir faire une analyse de la valeur et une analyse de risque. Et ça, quelque chose que l'on pourra détailler au cours d'une vidéo, comment je fais une analyse de valeur et une analyse de risque. Maintenant, si cette capacité est réalisée en interne, je vais avoir toujours son nom, je vais avoir toujours l'objectif, la notion de valeur et de risque, mais je vais avoir d'autres choses. Sa description, évidemment, je vais avoir d'autres éléments. Déjà, je vais avoir la notion de processus qui va apparaître, c'est-à-dire peut-être même de fonction métier. Si cette capacité est réalisée en interne, par quelle fonction de l'organigramme est-elle réalisée? Quels sont les processus qui sont mis en œuvre? Quelles sont les parties prenantes, les acteurs, les rôles internes qui sont sollicités? Quelles sont les ressources, que ce soit des ressources systèmes, technologiques ou humaines? Quelles sont les informations et les données manipulées? Donc, on va compléter pour les capacités en interne des éléments qui vont nous servir à réaliser le modèle opérationnel de l'entreprise. On n'est pas obligé, quand on démarre la carte des capacités, d'avoir tous ces éléments très précisément. Par contre, le nom, l'objectif, la valeur et les risques
sont des éléments qui vont nous permettre de prendre une décision ou d'aider le dirigeant d'entreprise à prendre une décision entre des capacités réalisées en interne et des capacités achetées à un partenaire. Certaines entreprises vont peut-être sous-traiter toute leur supply chain et leur distribution sur la vente en ligne à un partenaire. D'autres entreprises vont décider au contraire d'internaliser cela. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir un vrai enjeu métier à développer le commerce en ligne et pour tout un tas de raisons, elles vont vouloir maîtriser leur supply chain. Donc, il va y avoir des choix qui vont être faits. La capacité, c'est donc un élément entre la stratégie d'entreprise, je veux vendre en ligne, et la réalisation opérationnelle de cette vente en ligne, soit au travers de services achetés à un partenaire, soit au travers de processus mis en œuvre en interne. Donc, c'est cette articulation qu'il faut bien retenir. Alors, pour pouvoir décrire les capacités, il faut que j'ai une bonne vision des chaînes de valeur. Là, j'en ai pris une qui est acheter un équipement de la maison. C'est une chaîne de valeur que l'on connaît tous, qui fonctionne sur cette chaîne de valeur, que j'aille dans un magasin, Conforama, Darty, Boulanger, ou que j'achète en ligne. La chaîne de valeur, elle est relativement neutre sur ce plan-là. Elle ne va pas dire comment. Par contre, elle va dire, le client, s'il veut acheter un équipement de la maison, doit choisir le produit, vérifier son prix, sa disponibilité, s'occuper de la livraison à son domicile en point de livraison ou directement à emporter, et puis il va payer pour pouvoir conclure l'acte d'achat. Ça, c'est une chaîne de valeur. On la connaît tous, elle est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, les chaînes de valeur doivent s'énoncer avec ce niveau de simplicité. Ça ne doit jamais être quelque chose de compliqué. Ça explique simplement comment le client est en interaction avec votre entreprise. Maintenant, on parle des capacités, me direz-vous. C'est très important, cette chaîne de valeur, parce que vous le voyez ici, on retrouve la chaîne de valeur et on retrouve les capacités que doit posséder l'entreprise pour pouvoir produire la valeur. Donc, on est toujours avec un client qui peut être un partenaire distributeur ou un client particulier de la marque. On va avoir le choix de l'équipement, du produit, pour pouvoir offrir un produit pertinent à son client. Il faut que l'on étudie les tendances du marché. Ça, c'est une capacité. Vous prenez bien en compte que ce n'est pas un processus, étudier les tendances du marché. Il y aura des processus. En fait, l'entreprise doit être en capacité d'étudier les nouveaux équipements, les dernières innovations. Vous prenez un exemple, les robots aspirateurs, lavants et autres, vous avez tous les jours de nouvelles offres. Tout ça, ça provient d'études qui sont faites en interne. Donc, l'entreprise doit avoir la capacité de réaliser cela. Elle le fait en interne, si elle a les acteurs, les consultants pour le faire, ou elle le sous-traite. Pourquoi est-ce qu'elle va faire ça? Pour la valeur produite. L'image de marque, essentiellement moderne, on a des produits innovants. Ensuite, pour pouvoir offrir les meilleurs produits, l'entreprise doit avoir la possibilité d'analyser les retours produits des clients et les avis des clients sur les produits. C'est quelque chose d'extrêmement important, en particulier avec les marketplaces. Donc, on va privilégier la fidélité du client. On va s'assurer que les produits qui sont vendus répondent à un besoin. Ce sont des capacités, encore une fois, pour l'analyse des retours ou des avis, souvent c'est fait en interne, mais on pourrait imaginer que ce soit sous-traité. L'entreprise, pour permettre un choix de produits facilité aux clients, elle va avoir à offrir des interfaces d'achat qui soient diversifiées, que ce soit du web, du téléphone, des magasins ou des partenaires. Et on va chercher à diversifier les méthodes de vente et de paiement pour maximiser le chiffre d'affaires. Donc, vous voyez bien qu'on part de la chaîne de valeur et que pour chaque élément de chaîne de valeur, on se pose
les questions de qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre la meilleure expérience client. Donc, on est sur une vision interne. Qu'est-ce que l'entreprise doit être en capacité? Quelles sont les compétences dont doit disposer l'entreprise pour répondre au meilleur service client? Et le meilleur service client est décrit au travers de chaînes de valeur. Donc, ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo sur les flux de valeur, les chaînes de valeur, est extrêmement important et doit être repris pour réaliser votre carte de capacité. Ce qui est important, c'est que une capacité pourra posséder d'autres capacités. Par exemple, définir les meilleures opportunités de sourcing pour avoir toujours les articles disponibles. Il va falloir gérer un panel de fournisseurs et effectuer des optimisations d'achat. On n'a pas qu'un seul fournisseur, on en a plusieurs, et ainsi de suite. Je vous laisse regarder ou prendre en photo cette page pendant quelques secondes. Voilà. On va s'intéresser maintenant à la démarche pour construire cette carte de capacité. Et rappelez-vous, on était sur un modèle d'affaires qui concernait un groupe de communes, un groupement de communes qui voulait devenir autonome en électricité et produire de l'électricité verte décarbonée, comme on dit, à partir de panneaux solaires ou de tuiles solaires. Et vous rappelez que dans le modèle d'affaires, on avait identifié ce qu'on appelle les key activities, les activités clés que l'on retrouve ici. Ce sont, et d'ailleurs, je les avais décrites avec Archimate sous forme de capacité. Pour certaines, on avait identifié que dans un premier temps, on allait les sous-traiter parce que l'entreprise, les personnes qui constituaient cette entreprise n'avaient pas les compétences. Ça leur permettait de se concentrer sur les aspects commerciaux, gérer des souscriptions, sur les partenariats avec les banques, avec les acteurs de la région, les autres communes, et puis les acteurs opérationnels qui allaient aider à mettre en œuvre finalement le parc d'énergie solaire. Donc, cette première carte de capacité nous a déjà permis de prendre des décisions pour dire quelles activités allaient être externalisées, internalisées, et ça va nous permettre d'aligner la structure de coûts internes et les flux de revenus. Et donc, on va pouvoir, à partir de ça, concevoir le modèle opérationnel. Néanmoins, ces activités clés sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Il en faut plus. Il faut décrire. Quand on écrit gérer les infrastructures, installer, maintenir et opérer, ça ne suffit pas. Il faut aller un petit peu plus loin dans la description de cette capacité pour pouvoir se poser les bonnes questions. On va se préoccuper d'identifier dans un premier temps les capacités qui permettent la réalisation de chaînes de valeur. Donc, notre flux de valeur, c'est le lancement de notre projet communautaire de partage, de production d'électricité verte à partir d'énergie photovoltaïque. On a une première étape, c'est de convaincre les investisseurs, que ce soit des entreprises, des institutions, des banques, des assurances. On va donc réaliser des dossiers techniques et un modèle d'affaires économique et on va soutenir ce dossier d'investissement. À l'issue de cela, on va pouvoir commencer à étudier la faisabilité technologique, tout en sachant que cette faisabilité technologique, en fait, c'est quelque chose que l'on va faire en parallèle de notre constitution de dossier, parce que ça fera partie du dossier d'investissement. Il faut avoir une vision claire des investissements, et pour avoir une vision claire des investissements, il faut avoir une vision claire de la technologie que l'on veut mettre en œuvre, et du coup, ça va supposer travailler sur ces éléments technologiques bien avant d'être en capacité de produire de l'électricité. Lorsque la faisabilité technologique aura été validée, on va pouvoir lancer la construction des premières installations à destination des communes et de leurs habitants et donc produire de l'énergie photovoltaïque. Je dirais que cette première production d'énergie photovoltaïque, on pourrait aussi avoir un lien avec le dossier.
C'est-à-dire que notre dossier d'investissement, il va se constituer par des fonds qui vont nous être distribués, remis par différents acteurs. Et pour pouvoir convaincre un acteur comme une banque, une assurance ou des entreprises, il va falloir prouver que notre système fonctionne. Et donc, notre dossier d'investissement va comprendre des éléments de faisabilité technique, mais aussi la preuve que l'on produit de l'énergie photovoltaïque. Et à partir de là, sur notre chaîne de valeur, on va pouvoir signer des contrats d'abonnement au parc photovoltaïque, que ce soit avec des entreprises, des institutions, voire des banques, des assurances locales et des acteurs, des habitants locaux. Et pour cela, on va avoir besoin de réaliser de la sensibilisation et de signer des contrats d'abonnement. Ces éléments vont rentrer pour venir s'intégrer au dossier d'investissement, puisqu'en fait, plus le dossier sera conséquent, expliquera, sera vraiment validé, s'appuiera sur des éléments tangibles, plus ce dossier sera solide. Et comme vous le savez, l'argent appelle l'argent. Donc à partir du moment où on a fait la preuve que notre système fonctionne techniquement, qu'en plus on commence à avoir des acteurs qui viennent nous voir pour pouvoir acheter cette électricité, cela veut dire que les institutions peuvent nous faire confiance, donc les banques, donc les assurances, et qu'on va pouvoir donc réellement mettre en place ce parc photovoltaïque. Et du coup, pour ces éléments, ces 3 éléments de flux de valeur, eh bien, j'ai commencé d'identifier les capacités. Pour réaliser les dossiers techniques et les modèles d'affaires économiques, soutenir le dossier d'investissement, je vais devoir avoir un certain nombre d'activités commerciales, d'activités de communication. Il faut que je fasse du lobbying auprès de tous ces investisseurs potentiels. Il va falloir que je signe des partenariats avec un suivi de partenariat extrêmement important, que ce soit des partenariats industriels. Une commune n'a pas la capacité, n'a pas les compétences pour mettre en place un parc éolien. Donc, ce sont bien au travers de partenariats industriels qu'on va faire cela. Donc, la capacité de production d'énergie photovoltaïque, c'est bien quelque chose qui sera fait grâce à des partenariats, donc en partie en externe. On va devoir commencer à gérer des souscriptions, des abonnements, faire du contrôle financier et puis surtout développer, implémenter des technologies solaires. Donc, on vérifie la solution, on va vérifier la faisabilité technologique qui est constituée à la fois d'infrastructures solaires, mais aussi de solutions digitales. Donc, pour vérifier la faisabilité technique, on va devoir montrer par A plus B qu'on produit de l'électricité et donc on va dès le début avoir un projet industriel qui va consister non seulement à mettre en place de l'infrastructure solaire, mais en plus des solutions digitales pour mesurer la production d'électricité. On va sans doute avoir beaucoup de contrôles réglementaires, de contrôles financiers, qui sont donc des capacités clés parce que ces éléments vont permettre de fidéliser nos investisseurs et surtout de leur rendre confiance. Le contrôle financier et le contrôle de la production d'énergie vont être extrêmement importants. Et puis, effectivement, la chaîne de valeur se termine avec une production en masse d'énergie solaire. On va donc développer et implémenter les technologies solaires, les solutions digitales, mais aussi toutes les opérations industrielles, donc toute l'organisation industrielle qui permet de produire l'énergie, mais aussi de maintenir les infrastructures et de mesurer la production d'énergie. Et on voit qu'il y a des sous-capacités qui apparaissent ici. Du coup, ces capacités, je les vois et je peux les classer autrement. Je vais avoir la conception du projet industriel, la construction elle-même et ensuite les opérations. Et je retrouve dedans les capacités que j'ai identifiées auparavant. Là encore, ça ne suffit pas. Il manque des choses. Et ce qu'il manque, on va le voir ici. On voit qu'ici, la carte des capacités, après 1, 2, 3, 10, 20 itérations,
est devenue une carte beaucoup plus importante. Déjà, j'ai une vision stratégique. C'est-à-dire, je dois avoir une vision des risques stratégiques. On est sur un projet industriel, on doit avoir cette mesure des risques. Je vais avoir au niveau stratégique le suivi des partenariats, que ce soit des partenariats industriels ou des partenariats financiers. Tout ce qui est innovation, technologie, va être une capacité extrêmement stratégique. Dès qu'il sort un nouveau modèle de panneaux solaires ou de tuiles solaires, je dois me tenir informé en tant qu'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on sait que les panneaux solaires, les tuiles solaires se recyclent très mal aujourd'hui et qu'il faut arriver à développer des équipements qui se recyclent beaucoup mieux pour récupérer les terres rares, les éléments précieux qui rentrent dans leur composition. On va avoir aussi besoin, en termes d'innovation, de tout ce qui concerne des batteries de stockage, qui sont aujourd'hui énormes, pas très efficaces, et qu'il va falloir travailler. La relation avec les clients est quelque chose d'important. La gestion des souscriptions, des abonnements, le suivi de la clientèle. On va développer de nouveaux produits et de nouveaux services, à la fois grâce à de l'engineering. Donc, on va développer une infrastructure technologique pour la production directe des panneaux solaires, mais aussi des solutions digitales. On va suivre la qualité de service aux clients et on va avoir de la R&D. On va avoir des activités de support qui seront là pour répondre à ces besoins qui peuvent être de l'IT, de la gestion d'informations et de données, de la data analytique, de la robotique, de l'excellence opérationnelle au travers de pratiques Lean, de la gestion des ressources humaines, du juridique, des achats, de la conformité réglementaire, tout ce qui concerne la finance, tout ce qui concerne les marketing et les ventes. J'ai mis à part l'usine de production d'énergie solaire, les affaires industrielles. Au départ, notre communauté de communes souhaite pouvoir externaliser cela à un partenaire. Certes, les panneaux solaires seront installés sur les sites de la communauté de communes, mais dans un premier temps, elle souhaite ne pas s'impliquer directement sur la partie technologique. C'est pour ça que le suivi des partenariats et la gestion des innovations technologiques au niveau du management stratégique sont extrêmement importants, parce qu'elle a quand même le souhait de reprendre peu à peu la maîtrise interne de ses activités et donc de créer une réelle entreprise de production d'électricité avec des activités internes. Peut-être que tout ce qui concerne la distribution de l'énergie ou les réseaux de transport d'énergie vont rester aux acteurs institutionnels type EDF. Mais la mesure de la performance énergétique, la revente d'énergie, les services d'optimisation et la génération d'énergie vont peut-être entrer dans ces capacités internes. Donc, il y a bien une réflexion quand on fait une carte de capacité. Qu'est-ce que je garde en interne? Qu'est-ce que je fais à l'extérieur? Par exemple, dans un premier temps, tout ce qui est tout ce qui concerne les capacités de création d'applications digitales, on va sans doute sous-traiter à des partenaires locaux. Est-ce que l'entreprise va ensuite internaliser ces éléments-là? À voir, peut-être oui, peut-être non, tout verra bien, on verra bien. Alors, il est donc très important, quand vous avez fait votre modèle d'affaires, quand vous avez fait votre chaîne de valeur, de compléter les éléments de capacité qui sont importants. Au niveau de la chaîne de valeur, on a ce qui est critique. Maintenant, ça ne suffit pas à faire une entreprise. Ça suffit à faire une entreprise et à créer un modèle opérationnel. Mais il faut compléter, il faut faire des itérations de revue de ces capacités. Vous avez des sources d'informations là-dessus. Vous avez l'APQC, qui est effectivement un organisme qui propose des cartographies toutes prêtes, des cartographies métiers. C'est une source d'information. Pour moi, il serait absurde de prendre une carte de l'APQC ou d'un autre modèle et de venir le calquer directement sur votre modèle à vous. Il faut s'en inspirer, mais il faut garder une réflexion et un esprit critique.
Vous avez un autre organisme qui s'appelle le Business Architecture Guild, qui lui aussi possède et met au point des cartographies métiers de capacité. Pour les banques, vous avez Bian. Pour les assurances, vous avez Panorama 360. Vous pouvez aussi questionner vos partenaires. Dans la gestion de vos partenariats, quand vous allez décider d'externaliser une capacité, il faut interroger vos partenaires pour réfléchir à comment internaliser certaines activités. Peut-être qu'il est des fois plus simple d'internaliser certaines activités que de solliciter un partenaire. Peut-être que vous pouvez avoir des capacités qui soient hybrides, c'est-à-dire à la fois maîtriser de façon interne sur certains aspects et externaliser sur d'autres. Donc, vous devez vraiment avoir une réflexion approfondie au travers de cette carte de capacité. Dans la vie réelle, je vois des directions informatiques se préoccuper des cartes de capacité comme celle-ci. C'est bien, parce qu'au moins quelqu'un s'en préoccupe. Mais ce n'est pas leur rôle. Absolument pas. La difficulté, c'est qu'eux en ont besoin. Ils ont besoin de savoir quelles sont les compétences en interne que possède l'entreprise, qu'est-ce qu'elle sous-traite à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle va sous-traiter, qu'est-ce qu'elle va garder en interne pour pouvoir vous apporter le meilleur système d'information possible. Mais très objectivement, ces réflexions doivent être menées par des responsables stratégie, par des directeurs d'entreprise, des directeurs opérationnels, et non pas uniquement par des informaticiens. L'informatique, elle doit constituer le modèle opérationnel, donc le système opérationnel, le système d'information opérationnel. Ici, on est sur une articulation entre ce modèle opérationnel, en partie maîtrisé par les informaticiens, et la pure vision stratégique avec des chaînes de valeur. Mais clairement, ce sont les acteurs business qui doivent prendre en main ça. J'insiste assez lourdement parce que je vois trop des informaticiens qui souhaitent faire ça, qui en ont besoin, qui essayent de le faire et honnêtement, ils n'y arrivent pas. Mais c'est normal, c'est pas leur rôle. Dans ce cas-là, il vaut mieux repartir de l'organigramme de l'entreprise et de faire une cartographie de ses grandes fonctions, ses processus et systèmes d'information. C'est beaucoup plus rapide. Ce ne sont pas des capacités, c'est en lien avec des capacités réalisées en interne, c'est un moindre mal. Mais ce ne sont pas les informaticiens qui doivent se préoccuper de ça. Voilà, c'est vraiment le message que je souhaitais passer. C'est extrêmement important de l'avoir en tête. C'est la fin de cette première présentation sur les capacités. J'espère qu'elle vous a intéressé. Une seconde présentation va nous permettre d'échanger sur les mesures de maturité.